il y a un problème en fait, c'est que le film est profondément complaisant. Et c'est même un peu dégoûtant cette manière d'être aussi complaisant parce que ça légitime du coup, tous les écarts, toutes les faiblesses de mise en scène. Highest to lowest. De Spike Lee qui vient de sortir. C'est Spike Lee qui nous revient. Il me semble que son dernier film c'était The Five Bloods qui était sur Netflix. C'est donc ça. maintenant Spike Lee est un habitué des plateformes. Ouais, mais ça fait quelques temps en fait qu'il fait des films de plateforme. Ouais. Je crois que c'est lui qui avait réalisé le tout premier film Amazon Prime qui s'appelait Chirac. Chirac, qui est Très un bien, film je sais pas que improbable, c'est un film, puisque, alors je l'ai pas vu, mais c'est l'adaptation moderne de Lysistrata d'Aristophane, sur Bah. une pièce grecque du 4e siècle avant Jésus-Christ, qui parle d'une grève du sexe, Exceptionnel. pour Et- arrêter la guerre. Ça a D'accord. l'air bien. Et le La pièce rapport est trop avec bien. notre président mangeur de pommes? Aucun. Donc, par contre, il faut préciser, il me semble que le film à la base n'était pas prévu pour les plateformes. C'est un film A24. Mais ils ont dû se rendre compte que le film était tellement mauvais qu'ils se sont dit Spoil bon. pas. Ça sort sur plateforme aux États-Unis ou ça sort en salle aux États-Unis? Ça sort sur plateforme aussi aux États-Unis. Ouais. il me semble. Ça sort vraiment partout. Je suis pas sûr en fait. Ah ouais. Je crois qu'il y a les deux. Mais c'est pas Parce la que je première fois lis qu'à des 24 ils hoax. font des bails comme ça. hein, Ouais. pour Ouais, c'est Uncut possible. Gems, ils avaient fait ça aussi. Ok. Une double sortie. Voilà, je mens peut-être. Ne m'écoutez pas. C'est ça. Mais en tout cas, le film est là en France sur Apple TV et on l'a vu. Thomas, est-ce que tu connais un peu Spike Lee? Très Est-ce mal. que, Très très mal. J'ai vu que Black Landsman. Ok. Après, je connais de loin, c'est-à-dire qu'il y a des tics esthétiques que tu reconnais? qu'on reconnaît assez facilement. Des esthétiques? Exactement, ouais. Mais je suis pas un fin connaisseur de son cinéma. Ok. Alors, j'aime pas du tout le film, Highest to Lowest, mais paradoxalement, ça m'a rendu curieux de voir ce qu'il pouvait donner Ouais. il y a 30 ans, quand il était Ah, c'est tel prime. David King, le personnage principal du C'est film, ça. The Builder of Black Culture. C'est un vrai dialogue du film. Ça. Puisque le film suit précisément ce personnage que tu viens de décrire, qui est joué par Denzel Washington. Des retrouvailles entre Spike Lee et Denzel Washington qui ont fait, je crois, ça doit être leur 5e collaboration, je crois. Notamment, évidemment, Malcolm X, Inside Man, Moby the Blues. et 2 autres. He Got Game et... Nora Darling, il joue dedans ou pas? Je crois qu'il pas- joue dans Nora Darling. Et qui va voilà, camper ce grand mania de la musique qui est en pleine opération financière pour essayer de se réapproprier Stacking Records, sa société qu'il a fondée, mais qui est un peu en train de lui échapper, parce qu'il est, voilà, il est absorbé par son travail et il parle que du danger des IA toute la journée. Et ses plans sont interrompus par un coup de fil d'un ravisseur qui lui dit avoir kidnappé son fils et exige une rançon colossale. On va se rendre compte peu de temps après que en fait ce n'est pas son fils à lui qui a été kidnappé, mais celui de son chauffeur. Et donc notre bon David King est pris dans un véritable dilemme. Est-ce qu'il paye, quitte à se mettre dans l'embarras vis-à-vis de ses projets de rachat, ou alors est-ce qu'il laisse mourir le fils de son chauffeur qui est aussi son ami? Et pour le moment, le pitch ressemble fortement Entre le ciel et l'enfer de Kurosawa. Si ce n'est qu'il fait des chaussures dans Kurosawa. Voilà, Ouais. c'est ça. Et pas de la Mais musique. la grande différence entre les deux, notamment, ce sera la seconde partie du film, où à la place des policiers qui vont prendre le lead de l'enquête dans le film de Kurosawa, là c'est Denzel, le héros, C'est Denzel. grabataire mais héros, qui va courir 70 ans, Denzel. dans les rues de New York. Le personnage est plus jeune, j'ai l'impression, dans le Oui. film d'ailleurs. Oui, oui. Mais Ça se d'ailleurs, voit qu'il a 70 ans quand il court. petit fun fact, sa femme dans le film a 39 ans, ce qui fait donc que Asap Rocky, le petit jeune, qui a 36 ans, a beaucoup plus Oui. de potentiel d'être le compagnon de la femme que Denzel. Ouais. Mais Denzel, c'est Denzel. Voilà, c'est l'élégance, voilà, la classe, style. le style. La retenue, je dirais, la retenue. Ouais, Et le mime. On va le voir dans le film, le mime en grande quantité. Est-ce que tu veux un peu... Bien sûr, bah écoute. Non, mais c'est pas inintéressant, à mon avis, qu'on commence par Denzel Washington, parce que c'est vrai que c'est une des grosses différences, on va dire, entre les deux films, comme tu l'as dit, Loïc, c'est que ce personnage qui disparaissait progressivement du film de Kurosawa à mesure que la police prenait le relais, et on va dire, une fois que la question de la rançon est réglée. Qui était pourtant un grand acteur, enfin c'était Toshiro Mifune, Toshiro ouais, Mifune, absolument, ouais.
Là, le film ne va pas faire ça et va au contraire rester chevillé à ce fameux David King qui va se lancer dans une espèce de petite vendetta personnelle et faire justice lui-même. Donc on sent un peu les restes le nom m'échappe, Equalizer, exactement, de ces héros d'action qu'a campé Denzel Washington. Et je pense que ce personnage et on va dire cette figure, en tout cas, à la fois personnage, acteur, est une des choses qui va vraiment miner le film. Vous aurez compris assez vite qu'on n'a pas aimé. Parce que je trouve que il a une espèce de... Finalement, il aspire un peu toutes les pistes que le film pourrait disposer. Le film de Kurosawa, on va y revenir, mais est un grand film sur la question de la lutte des classes, qui est à la fois un film mental sur ce personnage très riche et son dilemme, et un film fragmentaire qui va arpenter la ville, etc. Oui, c'est un film hyper géographique. C'est un film très géographique, extrêmement polymorphe, on pourrait dire. Et là, on a plutôt l'impression que ce qui intéresse Spike Lee, finalement, ce qui est un choix quand même assez étonnant, c'est vraiment de se concentrer, je dirais, au premier degré sur les tourments intérieurs de ce personnage. Notamment, là, il y a de longues séquences où il hésite à verser ou non la rançon, qui prennent la forme de monologues. Il se parle à lui-même, il hésite, il se prend la tête dans les mains, il interroge les portraits de ses idoles. Il faut bien comprendre que dans cet univers parallèle, David King, il est aussi connu que Mohamed Ali, vraiment, c'est-à-dire pour tout le monde, c'est le chef de file de la culture afro-américaine. C'est un peu l'équivalent de 50 Cent ou de Dr. Dre. Ouais, c'est un peu, ça serait Dr. Dre. C'est un peu le Dr. Dre qui aurait produit pas que du hip-hop, quoi. Ouais. Voilà. Et en fait, à mon avis, c'est un des gros problèmes du film, en fait, c'est que je dirais que ce portrait de personnage n'est passionnant que dans la mesure qu'il est mis en regard de tout ce que le film fait par la suite dans le film de Kurosawa. Ce qui ne veut pas dire que, parce que c'est un grand ponte très riche, le film est contre lui, mais que le film a conscience de la place qu'il occupe et va un peu la problématiser, on va dire. Alors que dans ce film-là, il y a une espèce de... je dirais de côté presque paternaliste, en tout cas un peu retour du vieux de la vieille, qui fait que le film n'arrive jamais à mettre en crise son personnage principal, quand bien même il se rend coupable de trucs relativement odieux, quoi. En fait, on en reparlera avec les extraits, mais typiquement sa relation avec, je crois qu'il s'appelle Paul, son chauffeur. Paul Christopher. Jeffrey Wright. Exactement, qui est joué par Jeffrey Wright. Il y a toute une longue séquence où, alors qu'a priori ils sont très amis, il hésite à payer la rançon, au début il décide de ne pas le faire, etc. Et on se dit que l'autre devrait être extrêmement bouleversé de ça, quoi. Et en fait, pas du tout, finalement tout se résout et on comprend que quoi qu'il se passe, Denzel restera le héros un peu de cette histoire, jusqu'à des sommets un peu d'absurdité, puisqu'il va démanteler à lui tout seul, j'allais dire l'organisation criminelle, qui existe visiblement, puisqu'il y a une scène où on voit qu'il y a plein de types masqués, mais en fait ça n'a aucun sens, peu importe. Mais en tout cas, il va aller faire justice lui-même et trouver tout seul, à la force de son charisme indéboulonnable, le grand vilain joué donc par ASAP Rocky, quoi. Et à mon avis, il y a un gros problème dans ce portrait-là, c'est-à-dire que finalement cette histoire d'enlèvement, elle ne profite qu'à lui d'une certaine manière. C'est-à-dire que c'est un personnage qui au début du film est un petit peu en recherche de lui-même, a un peu perdu le cap de ce qu'il voulait faire avec sa société, et le film va s'achever, sans dire vraiment les détails, mais il est de nouveau sur les bons rails, et tout est rentré dans l'ordre, quoi. Et donc ça fait que, à mon avis, toute la portée politique, sociale du film de Kurosawa est un peu anéantie, quoi, dans ce film-là. Ouais. Mais ce qui est intéressant avec Spike Lee, je pense qu'il faut un peu remettre le cinéaste dans son contexte aussi, c'est que j'ai la sensation que c'est un peu le seul cinéaste noir américain qui a un peu su représenter l'écosystème urbain, culture afro-américaine, et qui a su garder un peu un aspect plaire aussi aux gens concernés, pas uniquement un cinéma qui viendrait montrer aux riches ce que c'est que les quartiers populaires noirs américains et tout ça. C'est-à-dire que c'était presque des films par et pour ces communautés. Notamment, on pense à Do the Right Thing, typiquement, qui se passe entièrement dans un espace comme ça, ou Nora Darling, Morbid Blues et tout ça, qui sont tout le temps des films qui ont essayé un peu de faire vivre ces icônes.
Attends, Samien nous dit on attend toujours que Spike Lee se réveille et qu'il retrouve l'énergie et la précision de ses premiers films. Dans les années 80-90, même encore au début des années 2000, il pensait chaque plan. Aujourd'hui, il filme les incohérences comme si le hasard pouvait les transformer en quelque chose d'intéressant, mais rien ne vient. Le montage est relâché, le scénario bancal, le casting mal dirigé. On a l'impression qu'il filme sans vraiment regarder. Tout à fait. Ouais. Et je me demande si ça vient aussi d'une précision politique de Spike Lee, où j'ai la sensation que typiquement le fait de faire un film sur Malcolm X, c'est pas un hasard, quoi. C'est que t'es quand même dirigé par presque une forme de direction, pas de discours, mais en tout cas de volonté de représentation, et que maintenant il est tellement devenu le personnage Spike Lee, qu'il est tellement établi qu'en effet maintenant il est beaucoup plus proche de ce Denzel Washington un peu vieux, grabataire, isolé du reste du monde, qui se rend pas trop compte un petit peu de ce que c'est que la vie des quartiers, qui s'est éloigné en fait de la communauté qu'il connaît, et qui peut uniquement voir presque par les clips de rap ou les petites fêtes portoricaines qu'il filme dans le film. Ce qui est dommage, c'est que c'est même pas problématisé. Ça aurait été intéressant que dans le film, typiquement, il se projette dans Denzel Washington, qu'il se dise, ok, si je suis ce personnage... Mais qu'il y ait une vraie remise en question. Ouais, c'est ça. Isolé du monde, qu'est-ce que je peux encore dire de pertinent ? Est-ce que je suis pas déraciné ? Et c'est là que, précisément, l'aspect géographique du film aurait pu aussi intéresser, c'est-à-dire, il est tout seul en haut de cette tour de verre et regarde la ville de loin. Mais à part le fait presque purement factuel dans les plans, ça ne raconte jamais rien, quoi. Il n'y a pas une sorte de distanciation, d'éloignement. Le personnage arrive à descendre dans la rue, arrive à agir sur ce milieu, alors que ça aurait pu être intéressant qu'il puisse, par exemple, pas être en capacité de retourner dans ces rues qu'il avait connues avant, qu'il soit un peu distancié, perdu. Oui, c'est ça, parce que c'est un personnage qui, a priori, vient aussi de la rue, pour le dire grossièrement, mais voilà, il est venu du bas de l'échelle et il a grimpé tous les échelons. J'aime bien seulement, je pense, l'idée que la tour dans laquelle il vit, les vitres reflètent l'extérieur, quoi, comme s'il y avait une espèce de voile, un peu d'opacité, et les gens ne voient, en regardant la tour, que leur propre situation qui est voilà, en dessous, quoi. Mais bon, c'est une idée minime. Ouais. Est-ce que... je suis tout à fait d'accord avec vous. Moi, je pense qu'il se projette assez nettement dans son personnage de David King. Comme je l'ai dit tout à l'heure, avant qu'on commence à parler du film, mais il y a cette réplique de David King qui se présente comme le constructeur, de builder de 25 ans de culture afro-américaine. Formule qui me semble être un clin d'œil outré presque à la position qu'a eu Spike Lee, qui est celle d'un cinéaste qui a contribué à bâtir la représentation dans un cinéma populaire de la culture hip-hop au moment où celle-ci commençait à devenir hégémonique dans le champ musical et dans le champ culturel, et sans doute le seul cinéaste à pouvoir continuer le rêve de la blaxploitation des années 70, comme tu l'as dit, d'un cinéma des Noirs pour les Noirs, mais qui en fait s'est ouvert à devenir un cinéma beaucoup plus universel. The Great Thing, il était à Cannes, non je crois qu'il a eu le Grand Prix. Ouais, il me semble qu'il avait eu un prix à Cannes. Puis c'est un film qui avait obtenu la première place du top des cahiers en 89. Enfin, tu vois, c'était vraiment un truc énorme. On sentait que c'était un événement énorme. Après, du coup, je pense qu'il faut avoir aussi cette perspective autoriste pour comprendre la nécessité de ce remake, parce que à l'évidence, quand on compare les deux films, il va de soi que Spike Lee n'a pas voulu restituer dans son film ce qui était le plus intéressant dans le film de Kurosawa, à savoir la méticulosité avec laquelle la mise en scène de Kurosawa, relayée par les personnages, qu'il s'agisse de Toshiro Mifune ou des enquêteurs, envisageait en fait l'univers dans lequel il vivait, que ça soit d'un point de vue commercial pour Toshiro Mifune, moral ensuite, ou que ce soit du point de vue de l'enquête, et qu'il y avait une sorte de symbiose extraordinaire entre la narration et la mise en scène, et qui permettait d'atteindre une dimension morale et politique qui était tout à fait exceptionnelle, et qui fait de ce film un grand film philosophique. À l'évidence, il ne cherche pas ça. Je crois que c'est d'abord et avant tout un autoportrait de bière qu'il fait, et je dirais que le film est évidemment ridicule, Highest to the West est vraiment très proche du nanar, mais il n'est pas sans autodérision.
Et je pense que le ridicule de la prestation de Denzel Washington, par parenthèse, il faut quand même signaler à quel point Denzel Washington, je pense, ne peut plus être dirigé depuis plusieurs années. Et le film en souffre. C'est-à-dire au sens où je crois Il est en roue libre, il regarde en fait à n'importe quelle direction des plus grands cinéastes, parce que j'ai évidemment pensé à sa prestation dans Gladiator 2 de Ridley Scott. Alors je pense que le point commun c'est aussi que Spike Lee et Ridley Scott sont des cinéastes qui ne dirigent plus vraiment. Et qui ne viennent plus vraiment en scène, et du coup c'est des projets qui conviennent parfaitement à Denzel Washington, qui s'auto-dirige avec en roue libre totale. Mais ça m'a fait, par rapport à ça, il y a, je sais plus combien d'années, 3, 4, est sorti le film solo de Joel ou Ethan Cohen, un des deux, qui avait fait un Macbeth avec donc Denzel Washington en acteur principal, qui déjà, je trouvais, était pas juste du tout, quoi. Presque comme si, t'as raison, il s'est dit, je vais jouer le personnage hyper sérieux, mais je vais trouver moi-même exactement la manière de l'écrire plutôt que laisser le réalisateur le diriger, d'autant plus que le réalisateur me semblait pas être hyper présent dans le film. Bon, c'est anecdotique, mais c'était plus un film de chef-op qu'un film. Et juste, je termine ce que je voulais dire. Certes, le film, je pense, n'est pas dénué d'une certaine forme d'autodérision. D'ailleurs, je dirais que les seules choses qui fonctionnent dans le film, c'est les points de comique qui sont volontaires. Il y a des choses qui sont drôles dans le film, qui ne le sont pas volontairement, mais il y a des choses qui sont volontairement drôles. Il y a des répliques drôles. Et Spike Lee est aussi un cinéaste qui a une portée comique. BlacKkKlansman, qui est un film que j'aime pas beaucoup, avait au moins la qualité d'être assez drôle, notamment grâce à l'abattage de John David Washington, le fils de Denzel Washington, et Adam Driver. Ceci étant dit, moi ce qui me semble intéressant, c'est de voir que ce personnage de David King, il est d'emblée présenté comme un personnage déphasé avec la culture afro-américaine et avec la culture musicale dans laquelle il vit. Et je crois que c'est assez représentatif d'une forme d'entreprise en fait de réhabilitation que veut faire Spike Lee de lui-même, parce que à l'évidence, c'est un cinéaste qui est déphasé aussi par rapport au public cible, par rapport auquel il fait ses films. La manière dont ASAP Rocky parle à Denzel Washington dans le film, l'agonie d'insultes, l'humilie constamment et le traite systématiquement de vieux, signale, je pense, dans cette lecture-là, le fait qu'il n'est pas dupe de son déphasage. Mais du coup, la lecture qu'on peut faire du film et de son happy end, qui est complètement outré et qui est aux antipodes du récit de Kurosawa, amène à aussi voir une forme de complaisance extraordinaire de Spike Lee envers ses propres talents, envers son génie de vieux Manitou capable de pouvoir renverser les situations et obtenir l'adhésion de son public en un claquement de doigts, juste comme Denzel Washington arrive à résoudre l'enquête parce qu'il aurait la meilleure oreille du métier et qu'il arrive à trouver un indice dans un morceau. Bref, c'est vraiment n'importe quoi. Donc à ce niveau-là, je crois que déjà il y a un problème en fait, c'est que le film est profondément complaisant. Et c'est même un peu dégoûtant cette manière d'être aussi complaisant, parce que ça légitime du coup, tous les écarts, toutes les faiblesses de mise en scène de ce long métrage. On sent à quel point il fait confiance à toutes les intuitions qu'il a, à toutes les idées de montage, de découpage qu'il a, sans se poser la question de leur adéquation avec le récit, et surtout de leur adéquation avec l'interprétation. Je pense qu'il va falloir parler de ça. Il n'y a plus aucune direction d'acteur dans le film. Tous les acteurs sont plus mauvais que les uns que les autres, faut être honnête. Ils sont tous catastrophiques. Le meilleur acteur, probablement, c'est... alors je ne connais pas son nom, mais c'est celui qui interprète Bunk dans The Wire, qui a 3 minutes de film et qui est probablement le seul qui joue juste sur l'intégralité des 2h10. Donc c'est dire à quel point le film est vraiment une œuvre d'un niveau de complaisance absolument délirant. Quoi. Je réponds juste à Microciné qui parlait de la scène où il apprend que son fils a été kidnappé. C'est une des scènes qu'on regardera tout à l'heure, donc on aura l'occasion d'y revenir. Et est-ce que le film est réactionnaire ? J'ai pas l'impression que ce soit tant ça, plutôt que un cinéaste, comme tu le dis, qui fait semblant de... s'autocritiquer, qui en fait continue malgré tout à se jeter des fleurs. Oui, je pense que se focus qu'autre chose. Ouais, voilà, c'est ça. Et je pense que presque le plus représentatif de ça, c'est la séquence de rap à la fin de ASAP Rocky face à Denzel Washington. Une sorte de duel de rap. Je parle pas de ce moment-là, je parle du moment presque où il regarde une sorte d'imagination d'un clip de rap. Où c'est vraiment... c'est honteuse, vraiment. C'est honteux, enfin je veux dire... c'est une pièce vide avec 3 femmes qui twerk et des pistolets en argent qui servent de split screen. Enfin, je veux dire, même pour un clip d'un artiste fauché, ce serait risible. En fait, donc est-ce qu'il croit vraiment faire un clip de jeunes ? Je pense que ça, à la rigueur, ça s'inscrit éventuellement dans le côté un peu pop art de sa mise en scène.
qui a toujours un peu existé. Le film n'est pas avare de citations culturelles. Le moindre mur de l'appartement de David. Il y a du Basquiat, Il y a tout. Du Jimi Hendrix. Il y a tout. C'est pas compliqué. Il y a toute l'histoire de la culture graphique afro-américaine dans le film, et il a un côté pop art, ça c'est clair. Et d'ailleurs, c'est un truc générationnel parce que je sais pas si on avait commencé à enregistrer l'émission quand je le comparais à Oliver Stone. Il est apparu au même moment. Il travaille un peu la même manière de mélanger les formats, de mélanger un peu du collage. Voilà, je pense que c'est toute une génération qui a été très 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 marquée par Andy Warhol, par la scène new-yorkaise, par Jean-Michel Basquiat, par Keith Haring, par ce bouillonnement-là, quoi. Plus que des cinéastes clippers, c'est des cinéastes post-modernes. C'est pas des pubards, c'est autre chose. C'est des cinéastes d'art contemporain un peu pop, quoi. Oui, il y a encore quelques séquelles de ça, typiquement les quelques moments de répétition dans le montage ou de petits jeux comme ça. Mais c'est ringard, en fait. Oui, parce qu'ils ont aucune valeur artistique, quoi, à part leur propre présence. Ça. Non, mais tout à fait. Vous commencez à énumérer un peu les marques de fabrique de Spike Lee qu'on reconnaît évidemment au visionnage. Il y a ce que tu viens de dire, c'est-à-dire le fait que des fois il y a une sorte de bégaiement où une même action est vue 2 fois de suite, ce qui est quelque chose qu'on retrouve dans d'autres de ses films, même dans la 25e heure, je me souviens qu'il y avait ça. Il y a les fameux travelling où la caméra avance en même temps que le personnage. Il y en a dans le film, là ? Il y en a un sur le flic qui explique le plan avant qu'il parte dans le métro. Ah oui, en face cam. Ah oui, les face caméras. Exactement, la caméra est face à lui et les deux avancent sur un chariot comme si il se déplaçait sans bouger. Voilà, il y a tout un appareillage, on pourrait dire. Double dolly shot, exactement. Parce que du coup, il y a l'acteur sur la dolly et la caméra en même temps. C'est ça. Des effets très artificiels, volontairement artificiels. Mais c'est ça, en fait, c'est comme tu dis, c'est-à-dire qu'ils sont posés là, mais presque pour faire un peu gage de finalement son côté un peu, je dirais, irrévérencieux, qui est toujours présent, quoi, pour dire. Et en fait, je pense que pour cette question de réactionnaire ou pas, à mon avis, c'est pas tant réactionnaire que un peu bêtement rassembleur dans cette idée de dire finalement highest to lowest, c'est un peu le spectre de ce que sait faire Spike Lee dans sa tête. C'est-à-dire, en fait, je peux à la fois faire des trucs sophistiqués et très populaires, et donc finalement le film, à travers la trajectoire du personnage qui retourne dans la rue, qui reprend les armes, qui fait tout lui-même, et voilà, le film se termine sur un truc où il va continuer à être le king, mais sur un mode un peu plus vaguement modeste, qui a un peu cette idée de dire finalement je suis pas déconnecté, quoi. Je peux retourner du plus haut au plus bas, et la plasticité de ma mise en scène me le permet, quoi, d'une certaine manière. Oui, en fait, ce que tu veux dire, c'est que dans le film de Kurosawa, le ciel et l'enfer, c'est des enjeux de lutte sociale, et que là, Highest to Lowest, c'est la carrière de Spike Lee. C'est pas ce que je voulais dire, mais ça me semble juste. Non, je veux dire, dans le moment où il se dit je vais faire un peu de l'art majeur et de l'art mineur, quoi. Je peux faire les deux. Et pour continuer sur ce que tu disais, Thomas, sur la question du jeu, c'est vrai que là, ça devient un peu aberrant. Après, je pense que Denzel Washington, en fait, a toujours été un acteur cabotin, vraiment. J'avais revu il y a pas très longtemps American Gangster, qui est un film qui a un peu plus, qui doit avoir 20 ans à peu près, et c'est déjà vraiment un acteur performatif, qui fait beaucoup de mimiques, de tics, de petits gestes, voilà, qui cherche à remplir au maximum en fait l'espace. Et je trouve que ça peut marcher. Moi, j'aime plutôt bien dans les films de Tony Scott, par exemple, mais aussi parce que le montage et le rythme des films de Tony Scott est tellement voilà, rapide, incessant, que il a besoin d'en faire beaucoup d'une certaine manière pour exister dans ce film-là, quoi. Donc ça s'accorde assez bien. Là, dans un film comme Highest to Lowest, qui semble, je dirais, aussi relâché, c'est vrai que du coup Denzel Washington prend absolument toute la place, et il y a des moments où il fait vraiment du mime, il se parle à lui-même, il imite comme un enfant son interlocuteur, ça. Enfin, il y a vraiment des trucs, il fait de la boxe tout seul dans la voiture en écoutant James Brown. En fait, à mon avis, c'est vraiment je dirais le pire que peut faire un acteur star, c'est-à-dire tout le temps chercher à capter notre attention dans toutes les scènes, quoi. Et comme il faisait dans Gladiator 2 de Ridley Scott. Absolument, il faisait vraiment le même type de truc, quoi. Une espèce d'acteur un peu diva, et il y a des moments où ça devient le film se termine par lui qui écoute une jeune artiste, et on sent que Denzel Washington essaie de voler la scène de cette jeune femme, quoi. En faisant des gestes, en lui parlant, on sent qu'il ne supporte pas finalement de ne pas occuper absolument chaque millimètre de l'écran. Et ça peut marcher quand on est je sais pas,
face à un film, je dirais, soit très rempli, soit très rigoureux, quoi. Mais là, puisque très souvent, entre les moments les plus remarquables, c'est un peu une mise en scène de téléfilm, quoi, mais de téléfilm qui serait, je dirais, volontairement un peu iconoclaste, où les angles de caméra sont pas tout à fait ceux qu'on aurait pris pour un téléfilm, mais en fait la logique de montage est la même, c'est-à-dire une espèce de choix purement illustratif qui déroule du dialogue un peu au kilomètre, quoi. Et ça fait que voilà, ça devient un peu insupportable de le voir faire ce numéro pendant 2h10, quoi. Tout à fait. Il y a un long commentaire. Ouais, et Jules nous dit, ça révèle l'obsession du cinéma américain pour la trajectoire des personnages. Le titre du film original, Entre le ciel et l'enfer, racontait le mouvement de la narration qui transcende les décors et les personnages pour nous obliger à faire un pas de recul sur la société japonaise. À Est to l'Ouest, c'est juste le mouvement d'un personnage de haut en bas, comme on l'a vu un peu trop de fois. Le seul côté, il est scorsésien en fait, à sa manière. Un peu, ouais. Je pense que ce goût de l'effet est un héritage du Scorsese des années 80, quoi. 80-90. Sauf que la sagesse de Scorsese, c'est de savoir toujours inscrire son personnage dans un environnement et un espace, quoi. Et puis il y a un talent de metteur en scène, c'est-à-dire moi je veux dire narrativement. Non mais même pragmatiquement, c'est-à-dire que Scorsese a un espèce de enfin moi je me rappelle, j'ai revu il y a pas très longtemps comment s'appelle ce film avec Griffin Dunne là, After Hours, et j'ai découvert un texte génial de Pascal Bonitzer avait écrit dans les cahiers très positif sur le film, et où il termine en disant le premier point de départ, c'est quand même Scorsese est un virtuose, c'est-à-dire que toutes les scènes que fait Scorsese sont extraordinairement bien mises en scène de base. Oui, et c'est ça le problème de Spike Lee, je crois, c'est que c'est peut-être pas un très très grand metteur en scène. Après, je vois que dans les coms, les films des années 90 semblent sont meilleurs. Pourquoi pas ? En tout cas, le film qu'on a vu donc cette semaine va pas dans ce sens-là, et il faut toujours s'interroger quand un metteur en scène perd son talent de mise en scène. C'est quand même pas très bon signe. Dans des projets encore plus cheap que Highest to the West, on a vu des metteurs en scène tenir le bon bout, quoi. Repensons à Passion ou même à Domino de moi je pense de un peu à ça, mais Domino, c'est bien mis en scène, contrairement. Enfin, moi je trouve que c'est un film qui tient la route, quand même. Et ça tient plus que sur ça d'une certaine manière, Domino, parce qu'il n'y a pas grand-chose d'autre. Alors là où il y a un problème, je pense, structurel aussi chez Spike Lee, c'est qu'il m'a semblé que c'est un cinéaste qui continue à un peu tenir légèrement la note, la métaphore est choisie volontairement, lors de scènes qui sont enrobées musicalement. Alors, il y a un gros problème dans le film, c'est la bande originale qui a été composée pour Highest to the West, qui est vraiment une espèce de bande originale de soap opéra, violon, piano, qui enrobe toutes les scènes. Il y a un thème qui est pas mal, au piano, plus jazzy. Mais sinon, c'est voilà, la musique est pas très bonne. Par contre, il y a une scène qui pourrait être pas mal, qui se passe pendant la fête d'anniversaire de Porto Rico. Tout à fait. On la verra tout à l'heure. Mais qu'en gros, qui est une scène, j'en dis pas beaucoup de choses, mais qui a un montage qui est rythmique et percussif, on va dire. C'est-à-dire que la cohérence interne de la narration par le montage devient plus impressionniste parce que c'est la musique qui guide tout, ce qui est une logique qui va de pair avec le clip, et on sait qu'il y avait des liens entre Spike Lee et le clip, confère les clips qu'il a fait pour Public Enemy par exemple dans les années 90. Bon. Or, il me semble que ça révèle aussi un rapport qu'il a ce rapport à la rythmique, c'est aussi le rapport qu'il a avec les acteurs, c'est-à-dire que les acteurs ont beaucoup de dialogue, ça dialogue autant que chez Tarantino, chez Spike Lee, et le dialogue a une fonction musicale, percussive, rythmique, ce qui a comme conséquence que le dispositif de mise en scène, si on met de côté les ornements, est un dispositif résolument théâtral. En fait, c'est un cinéaste qui met des personnages dans un espace et rythme les scènes par les acteurs eux-mêmes. Donc du coup, tous les ornements de mise en scène qui découlent et qui viennent se surajouter ont soit une fonction de commentaire. Typiquement, on va parler d'un personnage, son visage va apparaître à l'écran. Ça arrive par exemple avec la femme ou avec le fils. Soit va avoir une fonction d'illustration. Soit va avoir une fonction de pure ornementation, alors là ça n'a aucune signification. Mais dans tous les cas, il n'y a pas d'autonomie d'écriture de la mise en scène. Ouais. Et ça c'est un gros problème, parce que vu qu'il y a un défaut d'incarnation dans ce film-ci, tout l'édifice s'effondre. Black Klansman, c'était un film qui tenait la route parce qu'il était bien dialogué, parce qu'il y avait des bons acteurs pour dire ces dialogues. Du coup, les situations comiques fonctionnaient. Là, vu que tout se fonde sur l'acteur, tout se délite, puisque le montage ne peut plus exister que par rapport à la proposition de Denzel Washington, et vu qu'elle-même n'est pas à la hauteur, l'ensemble du film commence à devenir très déliquescent. La différence, c'est aussi que Black Klansman était un récit qui tenait la route, quoi. Il y avait une forme un peu d'artisanat d'écriture que là, ce film-là n'a pas du tout. C'est jamais très glorieux de taper sur les incohérences dans les films, etc. Je dirais qu'elles sont toujours pardonnables dans la mesure où le scénario est un support de la mise en scène, mais là, puisque la mise en scène ne fait pas grand-chose, on voit plus que le scénario, quoi. Et le problème, c'est que là, c'est un niveau à nouveau de relâchement qui est quand même assez délirant. Enfin, il y a un nombre
d'incohérence à la fois dans la stricte logique réaliste de l'enquête et dans les relations des personnages les uns avec les autres. Enfin, le moment où David King passe de « je ne paierai jamais » à « je vais payer la rançon », ça se passe littéralement entre deux scènes, quoi. Ça arrive presque comme une espèce de coup de théâtre extrêmement bizarre. Et puis il y a tout un tas de raccourcis. Un moment que j'aime beaucoup, qui me fait rire, où donc le chauffeur Paul cherche l'adresse de ASAP Rocky et envoie un message sur WhatsApp à ses contacts dans le milieu qui lui répondent 2 minutes plus tard avec l'adresse exacte d'un type dont on n'a jamais entendu parler jusqu'ici, quoi. Enfin, c'est ce niveau-là de je m'en foutisme, mais qui flirte toujours avec presque une forme d'autodérision. En tout cas, on sent que Spike Lee a un peu envie de s'amuser. Mais oui, je pense qu'il y a un peu de... Oui, je suis d'accord avec toi qu'il y a de l'autodérision. C'est-à-dire que... C'est curieusement dosé, quoi. C'est très étrange parce que j'ai le sentiment que c'est un film où... Il y a cru initialement comme un projet qui pouvait redorer son blason, parce que mine de rien, BlacKkKlansman, ça fait un moment, hein, le film est sorti 2018, je crois. Ouais, ça commence à faire longtemps, quoi. Ça fait 7 ans qu'il est sorti, il n'a pas eu un succès depuis, quoi. Et il n'a pas eu un film sorti en salle depuis, si je ne me trompe pas. Donc il s'est dit, ça va redorer mon blason, et puis en fait, je pense qu'il s'est laissé aussi déborder par un projet qui pouvait pas tenir. Il y a aussi un problème narratif, c'est-à-dire que en fait, le film de Kurosawa quand même est fondé sur un récit en 2 parties, et la première partie, qui est très théâtrale par ailleurs, mais qui est pour le coup extrêmement bien mise en scène, va détailler très progressivement les différentes étapes et du montage financier du héros, on en parlera tout à l'heure, et ensuite du dilemme moral face auquel il est posé. Est-ce que je dois payer la rançon d'un fils qui n'est pas le mien, quoi. Bon, et donc là où Kurosawa est très fort, c'est qu'il y a un peu en fait le scénario est bizarre parce qu'au fond il y a un faux dilemme dans ce film, c'est-à-dire que même dans le Kurosawa, on croit pas vraiment au dilemme. D'ailleurs, c'est assez balayé assez vite d'ailleurs dans le Kurosawa. Au fond, assez rapidement, on sent que Toshiro Mifune va payer la rançon. Et la question est plutôt, quelles sont les stratégies à mettre en place pour permettre de convaincre le ravisseur. Il y a tout un truc génial dans le Kurosawa sur le fait que le ravisseur ne doit pas voir la police dans l'appartement. Enfin, il y a vraiment des idées merveilleuses. Et là, vu qu'il ne les prend pas en charge parce qu'il ne veut pas aller dans cette direction de méticulosité qui caractérise le film de Kurosawa, il va remplir énormément, mais peut-être 25 minutes de film sur des échanges qui seraient censés donner à ressentir le trouble moral que suscite cette situation, qui en fait est très avantageuse pour lui, parce que certes il perd 17 millions de dollars, mais il se rachète une image. Mais il se rachète une image, et c'est pas très difficile de se douter que de ne pas payer la rançon va lui être particulièrement préjudiciable. D'autant plus que là, l'écriture est tournée de telle manière que la perte financière semble moins grave, en fait, parce que dans le film de Kurosawa, elle est beaucoup plus en gros, embêtante, il a misé tous ses jetons, et donc tout s'effondre, quoi. Il risque de tout perdre. Et pardon, je t'interromps, mais ça m'amène sur un autre point, à mon avis, qui est critique dans ce film-là, c'est, je dirais, l'inconséquence, en fait. C'est-à-dire que tout dilemme repose sur la peur de la conséquence, quoi, de ce qui va se produire. Et en fait, là, tout le film est bâti de manière à ce que, quoi que ce soit, enfin, quels que soient les errements, les hésitations honteuses de David King, finalement, rien ne lui arrive de grave, quoi. C'est-à-dire, ses relations avec, par exemple, avec son chauffeur ne sont pas entachées, sa grande maison n'est jamais, je sais pas, il irait jamais de la perdre, de même que sa famille, sa femme, etc. En fait, c'est un personnage qui est sans cesse sauvé par les rebondissements plus ou moins abracadabrants du scénario, quoi. Ce qui fait que ça n'a plus aucun intérêt de passer tant de temps à mimer un dilemme, en fait. Et j'ajouterais juste, je te donne la parole juste après, mais cette attention qu'il va porter sur le dilemme moral et la manière dont il va la mettre en scène signale l'idée que Spike Lee, au fond, croit réaliser, et c'est ça qui est bizarre, un film qui serait aussi premier degré, une sorte en fait, de petit mélodrame de chambre à l'intérieur d'un grand récit policier. Et c'est ça qui est bizarre sur le dosage, c'est-à-dire que le film est à la fois dans l'autodérision, dans la complaisance, mais il serait aussi dans une forme de premier degré mélodramatique qui ne fonctionne absolument pas. Il y a une séquence assez intrigante à ce niveau-là, qui est celle où Denzel Washington va rejoindre son fils dans sa chambre. Ils ont toute une discussion un peu importante sur leur filiation et tout ça, justement, qui est filmée en plan séquence, et on se dit, ok, donc là il s'est dit, je vais poser ma caméra, je vais laisser les acteurs vraiment composer sur l'histoire de leur relation, etc. Alors que, à part les 20 premières minutes du film qui nous intéressent pas du tout sur lui qui emmène son fils au sport, ils font des blagues de baseball. On le revoit plus, quoi. Interminable. Ouais, vraiment. J'ai envie de vous proposer de
passer au clip parce Alors, qu'on est quand même. il y avait juste un commentaire, je crois, de Ouais, Turbo je me Moustache. suis vraiment demandé si Lee avait vu le film de Kurosawa où est passé le regard percutant sur les inégalités sociales. Le personnage d'Asap Rocky est vraiment balayé par-dessus la jambe d'un point de vue sociologique, contrairement au personnage de Tsutomu Yamazaki, le ravisseur dans l'original. Ouais. Oui, Tout à fait. il y a même un problème en fait de construction narrative parce que le personnage de ravisseur dans le Kurosawa à la fois apparaît plus tard mais a plus de poids. C'est ça qui est paradoxal. C'est-à-dire qu'on découvre le point de vue du ravisseur assez tôt dans le film, ce qui est un problème parce que ça permet tout de suite de donner une clé de lecture qui est nécessaire plus tard dans le récit pour prendre tout son sens. Mais ce qui était intéressant dans le Kurosawa, c'est que le ravisseur ensuite avait une sorte de vie propre, et il était question longuement de le piéger. C'était ça un des plaisirs du Kurosawa. Dans le film de Spike Lee, il est inexistant jusqu'à 20 minutes avant la fin. Tout à fait. Mais je dirais... j'ai oublié. Mais non, si je dirais que aussi à mon avis, ce qui est très très beau dans le film de Kurosawa, j'en parle maintenant parce qu'on verra pas la scène après, mais c'est que finalement tout ce large récit policier, ces dilemmes, etc., était aussi un moyen de faire cohabiter dans une des séquences finales, d'un côté et de l'autre d'une vitre, deux altérités absolues, quoi. C'est-à-dire le plus haut de la chaîne et le plus bas de la chaîne, d'une certaine manière. Dans une scène de... Je sais pas comment... De confrontation. Ouais, de parloir, voilà, c'est ce que je cherchais. Ah oui. Alors que là, précisément, toute l'idée de Spike Lee, c'est que le personnage de Denzel, finalement, est aussi à l'aise dans un environnement que dans l'autre, et que son adversaire, d'une certaine manière, lui-même est en train de devenir déjà une star. Donc en fait, ça n'a plus aucun poids, leur confrontation, quoi. Est-ce que t'as pris la scène du parloir de ce film aussi? Parce qu'il y a en effet un effet de mise en scène sur la scène du parloir qui est assez révélatrice à ce niveau-là, qui est le fait que donc il me semble que c'est un plan beaucoup plus long que d'habitude. Enfin, le format tout d'un coup s'allonge énormément. Et que les deux caméras presque vont se rapprocher les unes des autres. On est de profil sur les deux, de part et d'autre de la vitre. Un plan sur chacun de profil, comme une sorte de split screen. Voilà, et en fait, les caméras vont s'approcher progressivement de la vitre pour sortir la vitre du cadre et en fait presque expliquer que finalement entre les deux c'est un peu la même chose. Ils appartiennent au même espace. Qu'ils appartiennent au même espace, que l'un est allé vers l'autre, qu'ils ont discuté, etc. Déjà pas très intéressant. Et plan suivant, il coupe et revient affirmer la séparation, donc c'est déjà un symbole qui explicite à quel point le message politique du film est pas intéressant, et en plus un échec de mise en scène instantané au plan d'après. Mais c'est dommage parce qu'en fait je pense que ça aurait été intéressant qu'ils prennent le contre-pied, c'est-à-dire qu'ils disent ok, je vais faire du coup Entre les cieux et l'enfer, mais au fond dans le monde contemporain il n'y a plus de différence entre les highest et les lowest, parce qu'au fond bon, alors c'est vraiment problématique politiquement, ça voudrait dire qu'il n'y a plus de lutte des classes en fait. Bon, pourquoi pas, peut-être que Spike Lee pense qu'il n'y a plus de lutte des classes, puisqu'après tout les gens qui started from the bottom, now we're here, comme dirait l'autre. Mais en fait c'est même pas ça, c'est-à-dire que le film au fond pêche par son absence de perspective politique. C'est là où on voit que Kurosawa aussi est un homme qui est informé par le marxisme, il a été compagnon de route du Parti communiste japonais. Mais tu vois, c'est pour ça que je me dis que Spike Lee, à l'époque j'ai pas vu Malcolm X, aucun de nous n'a vu Malcolm X, mais tu peux pas faire un biopic de 3 heures sur Malcolm X si t'es pas un peu marxiste quand même. Mais je pense que, à mon avis, soit il a dû l'être, soit en tout cas il a il y a un moustique qui m'agresse depuis tout à l'heure. C'est moi. Donc bref, arrête de faire des blagues comme ça. Tu dis, est-ce que tu penses qu'il est marxiste? Mais c'est pas moi qui ai commencé, c'est le moustique. Je pense voilà, que c'est un mec qui a aucune cohérence politique aujourd'hui, et en plus il est perdu parce que, à mon avis, il doit même pas savoir très bien où se situe la jeunesse supposé qu'il veut filmer, tu vois. Quand Black Klansman est sorti, il a surfé aussi, c'est pas une mode, mais sur l'événement qu'a été le mouvement Black Lives Matter. Oui, tout à fait. Mais quand tu regardes Black Klansman, c'est pas un film qui peut être rattaché à des questionnements politiques qui ont émergé de ce mouvement. C'est pas, c'est pas un film décolonial pour un sou, tu vois. Le film commence sur, il me semble, Histoire d'une nation. Birth of a Nation de Griffith, avec des images surimprimées du drapeau américain et un peu... Et ça termine sur l'attentat de Charlottesville, où il y a un Trumpiste qui avait roulé sur des marches, c'était pour une marche, sans doute BLM, je pense. Et voilà, donc voilà, l'idée qu'on refait l'histoire américaine en gros du point de vue des Noirs, et que les Noirs sont constamment opprimés, ok, ça très bien, mais au fond, le fait même qu'il situe son film dans les années 70, et qu'il fasse appel à une lutte
ou même dans le camp républicain, il y a des gens qui sont d'accord pour dire qu'elle est irrecevable, qu'est la lutte du Ku Klux Klan. Bon, certes, le camp républicain est devenu encore plus hardcore en 7 ans, mais enfin, il y a quand même des gens qui reconnaissaient que c'était intolérable le Ku Klux Klan. Fait qu'en fait, c'était un film qui était... il y a un peu d'innocuité politique, quoi. C'était ça n'avait aucun sens politiquement, tu vois. Et voilà. Et juste avant qu'on passe, pour une information, point technique, mais quelqu'un disait, je suis pas sûr qu'il ait vu l'original, mais en fait, probablement que si, puisque les deux sont... Enfin, comment dire, l'original est adapté d'un roman de Ed McBain qui s'appelle Rançon sur un thème mineur en français, mais à la fois ce roman et le film de Kurosawa sont cités explicitement dans les crédits de début de Highest to Lowest. Donc on se doute que c'est un autre scénariste qui a fait le boulot de scénario, donc sur un malentendu peut-être que Spike Lee s'est dit je vais pas voir l'original pour ne pas m'inspirer, ne pas lui voler ses idées. Je pense qu'il a vu le film. Je m'en voudrais d'avoir une bonne idée. Non mais il peut avoir vu le film et après être un peu teubé, tu vois. Oui, c'est clair.